Pour terminer avec les organisations syndicales, je vais passer la parole à Monsieur François Lucas, président d'honneur de la coordination rurale, pour quelques mots assez brefs, si c'était possible. Oui, j'ai bien compris qu'à l'heure qu'il est, eu égard au moins à mes deux voisins et surtout à vous avec qui on avait souhaité échanger, j'ai le devoir d'être rapide, concis et, si possible, concret. Alors, d'abord, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet qui devient brûlant. Demander l'impossible, oui, mais je crois qu'il faut s'y attaquer. Sénèque disait « ça n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Et on ne peut pas continuer à se plaindre de cette distorsion entre tout ce qui réglemente le foncier agricole et les besoins de l'agriculture, des agriculteurs et de la société. On ne peut pas continuer à différer sous prétexte que c'est un sujet qui est souvent clivant. Je dois vous dire qu'à l'intérieur des syndicats, déjà, c'est clivant parce que le syndicat agricole, c'est national, donc tous les départements, tous les types d'agriculture et toutes les strates d'âge. Et l'approche vis-à-vis du foncier agricole n'est pas forcément identique quand on vient de s'installer, quand on veut s'installer, quand on vient de s'installer ou quand on va prendre sa retraite. Mais il est nécessaire, je crois, pour avancer, de prendre suffisamment de recul. Notre combat syndical, depuis toujours, c'est de faire reconnaître ce que nous appelons l'exception agriculturelle et que François Collard-du-Tilleul appelle l'exception agricole, mais en gros, j'ai compris que c'était la même chose. Et le foncier doit être questionné sous cet angle d'exception. Alors, c'est bien hors du commun. Je pense qu'effectivement, ça me va beaucoup mieux que bien commun. Et on a en fait déformé les relations entre les agriculteurs et le foncier par des politiques agricoles qui, en 2 générations, ont transformé l'agriculteur cultivateur en agriculteur gladiateur. Le rapport de Jacques Pasquier au Conseil économique, social et environnemental sur la compétitivité illustre bien cette situation. Aujourd'hui, il faut comprendre que les agriculteurs français sont dans une compétition que je nomme de gladiateurs parce que souvent, ça se traduit quand même par un disparu. On est dans un combat facile avec nos collègues africains, impossible avec nos collègues d'Amérique du Sud, puisque les politiques agricoles communes, progressivement, ont transformé le jardin européen en une jungle qui est devenue une jungle mondiale avec des éléments qui nous amènent à produire sur des coûts qui restent locaux, alors que nos prix de vente sont devenus une sorte de marché de braderie en ce moment. Et la question du foncier qui est essentielle, puisque le foncier, c'est la matrice de la vie et que les agriculteurs cultivent la vie, on ne peut pas imaginer que les choses soient déliées. Donc on se trouve dans une situation de déséquilibre total où les agriculteurs ont besoin de foncier et n'arrivent plus à y accéder. Je pense que, pour nous, un des points majeurs et un des principes, c'est que l'agriculteur doit accéder à la propriété de son foncier, pas forcément le jour de son installation, mais en tout cas, en fin de période d'activité, il doit être devenu propriétaire de son outil de travail. C'est une manière de voir qui n'est pas toujours partagée, mais pour nous, c'est cela, et on réagit beaucoup aujourd'hui quand on voit naître des organismes qui viennent proposer à des agriculteurs en difficulté de leur porter leur foncier, en gros, de leur racheter leur foncier pour qu'ils puissent continuer à produire. Et quand c'est fait par des organismes type coopérative, ça nous fait très peur parce qu'on est dans une voie d'intégration. L'importance de l'agriculteur, du foncier pour l'agriculteur, c'est aussi important pour la société. L'agriculture, numéro 1, nourrit. On évoque l'agriculture durable, certes, mais d'abord, elle doit nourrir. Et pour le consommateur, la meilleure garantie reste quand même un agriculteur qui a une relation quasiment fusionnelle avec son foncier et qui va avoir à cœur non seulement de l'entretenir,
mais de l'améliorer. Et les questions qui tournent autour de savoir si on ne doit pas demain valoriser le travail du fermier parce qu'il aura enrichi la terre, jusqu'ici était une question qui ne se posait pas parce qu'elle était résolue par à la fois ce qu'on appelait cette notion de cultiver en bon père de famille, qui est devenue désuète, mais qui pourtant voulait dire quelque chose, et par des baux à long terme qui permettaient aux agriculteurs justement non pas d'exploiter, mais de cultiver en se disant que l'avenir était devant eux et leur appartenait pour un certain temps. Pour le consommateur, c'est une sécurité beaucoup plus que de voir le foncier un jour transféré vers des porteurs, enfin dans le cas d'une financiarisation, vers des porteurs qui ne seraient plus directement les producteurs, mais qui pourraient, ce qu'on appelle intégrer les agriculteurs, c'est-à-dire en gros leur expliquer, leur imposer les modes de production et les produits qui vont avec. Donc pour nous, il y a la question du contrôle des structures qu'il faut revoir. On regrette que l'expérimentation n'ait pas pu être tentée, il fallait oser. On pense que le contrôle de structure, pour reprendre l'expression de ma collègue, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le supprimer complètement. On pense qu'il a une pertinence dans sa capacité à observer tout ce qui se passe en matière de mouvement foncier sur le département, c'est-à-dire qu'il pourrait devenir un observatoire dans le cadre d'une CDOA qui doit elle aussi rester en ce qu'elle est un lien, un moyen de communication régulier entre l'administration et les représentants de l'agriculture. En ce qui concerne l'autorisation d'exploiter, par contre, on estime qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'apporte pas ce qui était attendu. Et c'est quand même un des chiffons rouges vis-à-vis des propriétaires. Par contre, on pense que l'installation doit être, l'installation-transmission doit être l'objectif majeur du contrôle des structures. C'est-à-dire que s'il doit rester quelque chose en matière d'intervention sur le foncier, c'est pour permettre l'installation et ça s'articule forcément avec la transmission. À ce titre-là, nous pensons que les SAFER ne doivent plus être des agents immobiliers, mais doivent devenir des établissements publics, dont la mission serait bien sûr de continuer à faire ce qu'elles savent très bien faire, la réparation des opérations déclarées d'utilité publique, et comme mission d'intérêt public, justement, l'installation, et être donc la structure qui peut intervenir pour des préemptions, pour installer des agriculteurs, sachant que dans ce cas-là, ce serait la CDOA qui validerait la préemption, considérant que cette préemption est effectivement justifiée parce qu'il s'agit d'un projet d'installation qui soit fiable. Par ailleurs, dans le cadre justement de cette volonté d'installation, nous pensons qu'il faut des structures intermédiaires de portage du foncier et là qu'il y ait également une intervention de l'État sous forme d'incitation. Dans la création audiovisuelle, on a ce qu'on appelle les SOFICA qui soutiennent donc la création audiovisuelle française et qui permettent de défiscaliser lorsqu'on investit dans des parts de SOFICA. Nous pensons qu'il faudrait créer des SOFIA, des sociétés de financement de l'installation en agriculture, qui seraient donc des sociétés avec un portage multiple de particuliers, qui pourraient être également de banques et qui pourraient être de collectivités, enfin qui devraient être de collectivités. Il faudrait que ce soit les départements, soit des communautés d'agglomération qui apportent donc les fonds pour installer des agriculteurs, sachant que ces SOFIA auraient une vocation à être dissoutes. Pour nous, on estime qu'il faut mettre un terme aux environs d'une quinzaine d'années, avec bien sûr une attribution des parts, enfin une rétrocession des parts à l'exploitant. Et donc, dans ce cas-là, les SAFER, il pourrait naître un projet d'installation
qui soit se passe naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la préemption de la SAFER parce que le candidat à l'installation a trouvé les modalités de financement et a trouvé un vendeur de terre. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire intervenir la SAFER. S'il y a un projet d'installation qui est validé par justement les porteurs de capitaux, dans ce cas-là, la SOFIA peut se rapprocher de la SAFER et lui demander de lui trouver le foncier nécessaire pour cette installation. Nous pensons également que dans le portage intermédiaire du foncier, il faut réinvestir sur les citoyens. Aujourd'hui, il y a un malaise entre les agriculteurs, surtout les agriculteurs propriétaires exploitants, et leur environnement à la campagne, parce qu'ils sont environnés de gens qui, il y a 2 générations, 3 générations, étaient tous de familles propriétaires de foncier et qui vivent assez mal aujourd'hui de voir finalement le territoire interdit. Et nous pensons qu'il faille qu'on puisse également inciter fiscalement des petits porteurs de parts de GFA pour investir dans des GFA qu'on qualifie de territoriaux. C'est-à-dire qu'il y aurait une condition, parce qu'il faudrait une incitation financière également dans l'investissement de ces GFA territoriaux, et la condition serait qu'ils soient territorialisés et qu'on n'ait pas des investisseurs qui viennent de la France entière ou du monde entier, mais que ce soit des investisseurs de proximité, là aussi avec une sorte de pacte d'associés qui permettrait à l'agriculteur d'accéder progressivement à la propriété de ces terres et qui changerait les relations entre l'environnement de l'agriculteur et l'agriculteur lui-même, parce que si dans la commune quelqu'un est porteur de part d'un GFA, il sera assez normal qu'il soit, disons, traité et reçu différemment de quelqu'un qui serait extérieur, et ça peut permettre de renouer des relations entre agriculteurs et donc non-agriculteurs ruraux. Et puis sur le volet du foncier, nous pensons que la sortie du statut du fermage, enfin, en tout cas le statut du fermage aujourd'hui a constitué un grand nombre de nœuds qu'il faut dénouer. On parle du pouvoir exorbitant du fermier. Il a été évoqué tout à l'heure une possible inversion avec un tout petit bailleur et un très gros preneur. On peut avoir aussi une inversion du pouvoir exorbitant du propriétaire, du bailleur, par rapport au fermier, parce qu'on est dans un droit très très complexe, et finalement, pour le fermier qui ne connaît pas bien le droit du fermage, ça peut se retourner contre lui. Donc pour nous, il faut rendre le statut du fermage incitatif. Là aussi, l'État a joué parce qu'on pense à un bail de 18 ans tourné vers l'installation qui devrait donner des avantages significatifs aux bailleurs de façon à ce qu'ils recherchent, les avantages significatifs étant liés au fait que c'est un bail installation, c'est-à-dire inciter un bailleur à chercher plutôt un jeune qui veut s'installer que de chercher quelqu'un qui est déjà installé. Donc on pense qu'il faut un certain nombre d'incitations pour orienter les contrats vers des baux à long terme, alors 18 ans, 25 ans de carrière, et que ça réglerait là aussi un certain nombre de problèmes. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait de l'avoine au râtelier pour tout le monde et qu'on n'ait pas un système tel qu'on a aujourd'hui qui fait qu'en fait, on ne peut pas nourrir correctement à la fois un fermier et son propriétaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lucas, pour ces positions très précises.